Bonjour les amis, donc hier je vous ai fait une vidéo concernant l'offensive ukrainienne qui a percé les défenses russes, et j'ai mis un point d'interrogation, la question est-ce que c'était un tournant de la guerre. Et en réfléchissant un peu, en voyant la suite des événements, je pense que oui, c'est un tournant de la guerre. Je pense que la Russie a déjà perdu en fait ce conflit, et qu'à partir de maintenant, soit ils vont accepter de négocier, soit c'est juste le nombre de pertes qu'ils auront avant de se retirer de l'Ukraine. Donc, pourquoi j'en arrive à ce constat? Parce qu'en fait, tous les avantages qu'avait l'armée russe, c'est-à-dire au début du conflit, à savoir l'aviation, l'équipement, les munitions, ils ont perdu cet avantage et ils ont surtout perdu l'initiative. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est l'Ukraine qui est à l'initiative. Il faut voir ce qui s'est passé dans la région de Kharkiv. C'est juste impressionnant, quoi. En fait, l'armée ukrainienne a rompu totalement les lignes russes. Il y a eu une débandade totale côté russe, donc ils ont pris la fuite simplement. Ils ont abandonné sur place plein de stocks de munitions, de matériel. Donc ils ont fui comme ils pouvaient. Et donc les Ukrainiens en fait vont récupérer énormément de matériel. Et puis le constat qu'on peut tirer en fait, c'est que c'est sûr qu'il y a l'aide de l'OTAN. Et cette aide leur a été cruciale. Et surtout aussi d'un point de vue tactique, je pense que les tactiques ukrainiennes étaient au-dessus en fait des tactiques russes, quoi. Parce que déjà on va voir c'était quoi la tactique russe. Donc au début ils ont attaqué, ils avaient un plan de bataille, ils pensaient qu'en 3 jours ils allaient prendre le pays. Donc ça n'a pas marché du tout. On se doute que c'était des erreurs en fait du renseignement russe. Une fois que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concentrés sur le Donbass et puis la zone Mariupol, donc tout l'accès terrestre en fait pour la Crimée. Ils ont essayé de tenir cette zone. Ils ont essayé de percer un peu plus loin aussi pour aller prendre Odessa, mais bon, ils ont été arrêtés. Au nord de l'Ukraine, donc quand ils avaient essayé de prendre Kiev, ils ont totalement été repoussés donc, de cette zone. Puis ensuite, on est rentré un peu dans ce qu'ils avaient raison, hein. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, les Russes, c'est-à-dire que l'avantage qu'ils avaient, c'était l'artillerie. Donc ils se sont mis à faire une bataille d'artillerie en fait avec les Ukrainiens, principalement dans le Donbass. Le tournant de la guerre, je pense que ça a été vraiment la livraison par les Américains des HIMARS, parce qu'en fait derrière les lignes russes, en fait il restait en fait justement plein de gens qui étaient du côté de l'Ukraine et qui transmettaient des informations sur la position donc des dépôts de munitions russes. Et en fait grâce aux HIMARS, ils ont tapé non seulement tous ces dépôts de munitions, mais aussi les centres de commandement russes. C'est pour ça qu'on a eu des dizaines d'officiers de haut rang russes en fait qui ont été tués en fait durant cette guerre. Ensuite, au niveau de la stratégie, je pense qu'il y a des choses que les gens ont mal compris. Par exemple, la bataille de Mariupol, beaucoup de gens ont critiqué le fait que les Ukrainiens, que Zelensky sacrifiait en fait ses meilleurs hommes. Mais en fait, stratégiquement, ça a été vital en fait pour la survie de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a simplement permis de gagner du temps. Et moi, ça, je l'avais dit depuis le départ du conflit. J'ai dit, ce conflit, plus il dure, plus il va tourner à l'avantage des Ukrainiens. Pourquoi? Parce que en fait, le problème des Ukrainiens, c'était simplement l'équipement et les munitions. Donc, ils n'avaient pas un équipement équivalent russe, ni des munitions pour se battre contre les Russes. Et il fallait du temps à l'OTAN pour mettre en place des chaînes logistiques et puis pour livrer tout cet armement et même pour former les troupes ukrainiennes. Donc en fait, le temps qui aura été perdu par les Russes à Mariupol aura été en fait crucial pour la suite des choses, donc ce qu'on voit actuellement. Idem pour la zone de Severodonetsk ou Lysychansk. Donc là aussi les Russes ont perdu pratiquement plus d'un mois en fait pour prendre ces deux villes. Et beaucoup aussi critiquaient le fait, mais pourquoi ils défendent ça alors qu'il ferait mieux de battre en retraite? Non, ils gagnaient du temps, simplement les Ukrainiens ils gagnaient du temps. Et en fait justement ce qui était intéressant, c'est qu'en fait on entendait qu'il y avait plein de livraisons de tanks, de véhicules blindés, et on les voyait pas sur le front. Donc en fait la stratégie des Ukrainiens c'était simplement de retenir les Russes, on va dire plus ou moins avec ce qu'ils avaient. Ils utilisaient ensuite les canons César, puis les HIMARS pour maintenir un peu les Russes à distance et taper taper en fait, mais avec
beaucoup de précision, c'est-à-dire que là où en fait là où les Russes ont besoin d'envoyer 100 obus, avec des obus de précision, les Ukrainiens avec un obus de haute précision, ils font tout autant de dégâts, quoi. Donc la stratégie ukrainienne aura été de mettre ce matériel de côté pour en fait pouvoir faire principalement deux forces qui lui permettraient de lancer des contre-offensives. Et donc ils ont rejoué donc, une tactique qui est bien connue dans l'histoire. Pour moi c'est un remake, ce qu'on a vu, c'est un remake du débarquement de Normandie. C'est-à-dire que à l'époque, les Américains, les Anglais, quand ils avaient décidé du débarquement en Normandie, justement ils avaient dit qu'ils allaient faire leur offensive à un endroit, ils faisaient croire vraiment aux Allemands qu'ils allaient faire le débarquement en fait dans la Manche, et puis ils ont fait le débarquement en Normandie, quoi. Et les Russes, enfin les Ukrainiens, ils ont fait exactement la même tactique. Ça veut dire qu'ils ont même annoncé depuis des mois qu'ils allaient faire une offensive dans le sud, une offensive dans le sud, une offensive dans le sud. Ils ont effectivement lancé une petite offensive dans le sud. D'ailleurs, les gens se moquaient des Ukrainiens. On dit ah, ces Ukrainiens, ils font une offensive dans le sud, ils n'avancent pas. Et en fin de compte, ce qu'on voit maintenant, c'est que ça a servi simplement à déplacer, à tirer l'attention des Russes en fait sur cette zone. Ils ont envoyé sur place toutes leurs meilleures unités de parachutistes, de Spetsnaz. Vraiment toutes les meilleures unités ont été envoyées là-bas. Et ce qu'ils ont fait, c'est que la grosse offensive, la vraie offensive, elle est arrivée du côté de Kharkiv. Et là, ils viennent de reprendre à peu près 2000 km² de territoire. C'est juste impressionnant. Donc, ils ont pris une zone immense. Ils ont pris un nœud ferroviaire très important, en fait, qui permettait aux Russes d'acheminer en fait des renforts par rail. Donc ils ont perdu ce nœud ferroviaire. Donc là, pour amener des renforts, c'est mort pour les Russes. Ils ont pris Zium, que les Russes ont pris des mois à prendre et qui défendait d'arrache-dents. Et là, ils seraient au port de Lysychansk, et il y a un peu un blackout sur les opérations. On ne sait même pas, parce qu'on sait que côté russe, il y a une débandade totale. Et même les Russes reconnaissent eux-mêmes, ils disent « Ah, mais en fait, on se retire, on va vers Donetsk ». Donc, ce qui tendrait à dire qu'ils ont pratiquement accepté, je pense, de perdre tous les territoires qu'ils avaient dans la région de Kharkiv. Donc c'est juste impressionnant. Et pourquoi maintenant, moi je pense que la guerre elle est déjà perdue pour les Russes, c'est que, en fait, déjà pour revenir un peu au départ, je pense que les Russes, ils ont perdu cette guerre à partir du moment qu'ils ont renoncé à avoir la domination en fait de l'espace aérien ukrainien. C'est-à-dire que s'ils avaient réussi à avoir la domination de l'espace aérien en faisant du SI, donc en détruisant les défenses antiaériennes ukrainiennes, et puis s'ils avaient assez de bombes de précision pour pouvoir bombarder à haute altitude, en fait les troupes ukrainiennes ne pourraient pas se déplacer librement, et dès qu'ils se déplaceraient, les Russes auraient simplement à bombarder, ce que logiquement ils devraient pouvoir faire vu le nombre d'avions qu'ils ont, quoi. Donc c'est juste impressionnant qu'ils aient abandonné ça, parce que peut-être ils perdaient des avions, ils n'avaient pas envie d'en perdre. Mais au final, ça aurait été une erreur fatale, parce que à partir du moment où les Ukrainiens ont été renforcés en système antiaérien, en manpad et autres, ils ont pu simplement créer une no-fly zone, parce qu'il y a en réalité une no-fly zone de fait au-dessus des territoires détenus par les Ukrainiens. Donc les Russes au niveau aérien n'osent pas aller dans ces zones, ne bombardent pas dans ces zones. Donc à partir de là, les Ukrainiens se déplacent comme ils veulent et lancent les offensives qu'ils veulent. Donc ça, les Russes n'ont plus d'avantage aérien. Au niveau de l'artillerie, ils n'ont plus d'avantage parce que leurs stocks de munitions, ils ont été complètement détruits. On sait qu'ils essaient de négocier carrément avec la Corée du Nord pour acheter des munitions, ce qui est hallucinant. Et dès que les Ukrainiens découvrent un stock de munitions, ils ont juste à les bombarder avec la HIMARS. Donc ces stocks sont rapidement détruits. Donc en fait, ils n'ont plus d'avantage au niveau de l'aviation, ils n'ont plus d'avantage au niveau de l'artillerie. Qu'est-ce qui leur reste comme avantage? Même pas le nombre, parce qu'ils n'ont même pas un nombre supérieur aux Ukrainiens, donc ils n'ont plus aucun avantage. Donc ça, maintenant, Poutine, il fait une fuite en avant, il décide la mobilisation générale, il dit que c'est enfin une guerre et pas une opération spéciale. Mais il y a des risques de révolte en Russie, parce que la population voit que lui il essaie de recruter, ils veulent pas, les Russes s'engagent pas, ils veulent pas s'engager dans cette guerre. On voit que les soldats sur place ils sont pas motivés, qu'ils abandonnent facilement. Donc je pense que la guerre, pour moi, elle est déjà plus ou moins terminée. Maintenant il faut trouver une sortie honorable pour les Russes,
Mais je pense que plus la guerre va durer, plus elle ira au désavantage des Russes et plus ils vont perdre d'hommes et de matériel. Donc je pense que les choses, pour moi, on est déjà arrivé au tournant de la guerre. À partir de maintenant, je pense que l'initiative, elle sera systématiquement côté ukrainien. Et maintenant, c'est de savoir combien de temps il faudra aux Russes pour accepter voilà, qu'ils ont perdu ce conflit. Et plus vite ils se retireront, plus ils limiteront la casse, parce qu'ils ont déjà perdu énormément d'équipements sur place. C'est juste impressionnant. Là, ils viennent d'en perdre encore énormément. Et n'en déplaise aux pro-russes, je pense que la situation, elle est pliée, quoi. Et je voudrais dire aussi que les gens, faut vraiment qu'ils arrêtent de regarder ça comme des supporters de foot, à dire ah, je suis pro ci, je suis pro ça. Il faut regarder ça de façon neutre, parce qu'en fin de compte, nous, on n'est pas directement concernés. Même si, étant dans le camp occidental, d'un côté, on se doit d'être du côté de notre camp. Sinon, je veux dire, on collabore avec l'ennemi à quelque part, quoi. Et que je sache, et j'en reviens toujours au principe, parce que je pense qu'il y a une histoire de karma aussi là-dedans. C'est-à-dire que les Russes ont fait une guerre injuste en envahissant leurs voisins, quoi qu'ils puissent peut-être avoir quelques arguments, mais bon, comme c'est eux qui sont passés à l'attaque, même s'ils avaient raison au début, dans le sens que l'OTAN s'est tourné vers l'Est, et au lieu d'essayer de les combattre avec la même arme, c'est-à-dire avec le soft power, avec l'argent, etc., en essayant d'attirer des pays de leur côté, ils ont décidé simplement d'envahir l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas accepté qu'elle se tourne vers le camp occidental. Mais au final, voilà, le karma se retourne contre eux et puis ils sont en train de perdre cette guerre. Et je pense que c'est un désastre pour la Russie parce qu'ils avaient mis 20 ans à se relever. C'était un pays qui était en train de se développer. Là, avec Nord Stream 2 qui allait être mis en fonction, ils allaient avoir des devises qui allaient arriver comme jamais. Ils auraient pu développer leur pays, continuer à moderniser leur armée. Et en fait, ils ont mené leur opération 10 ans trop tôt, je pense. Ou 10 ans trop tard, parce que s'ils avaient fait ça à l'époque qu'ils avaient pris la Crimée, je pense que l'armée ukrainienne de l'époque était vraiment en déliquescence et ils auraient pu vraiment prendre toute l'Ukraine s'ils avaient fait une invasion massive. En fait, la même opération qu'ils ont fait maintenant, mais entre temps, il y a l'OTAN vraiment qui est arrivé, qui a formé les troupes ukrainiennes, et puis en fait, les Ukrainiens, en fin de compte, ils étaient prêts, quoi. Ils étaient prêts, ils ont réussi à tenir le premier choc de l'invasion, et à partir de là, c'était qu'une question de temps pour que le rapport de force se retourne à la défaveur des Russes, parce qu'avec les livraisons continues d'armes occidentales et surtout des Américains, je pense que le jeu était cuit d'avance. Et bien que les Russes ont bien résisté aux sanctions d'un point de vue économique, parce qu'ils continuaient à vendre beaucoup d'hydrocarbures, le gaz, le pétrole à des prix qui ont explosé, ils ont beaucoup de problèmes industriels, parce que voilà, tous les composants technologiques souvent venaient des pays occidentaux qui leur ont coupé l'accès à ces produits, et on sait qu'ils ont toutes leurs usines, beaucoup d'usines qui sont à l'arrêt, ils n'ont plus de pièces de rechange pour leurs avions, ils n'ont plus de pièces pour les missiles de précision. Et sur le long terme, je veux dire, si les Russes avaient déjà un marché interne, ils savaient fabriquer ces équipements, ils auraient pu se retourner vers leurs usines nationales, mais là en fait ils sont totalement bloqués. Donc bien que le PIB russe ou que l'économie continue à gagner des milliards, leur économie est un peu à l'arrêt. On sait par les ventes de voitures aussi qui ont diminué, mais de façon impressionnante, que leur économie a beaucoup de difficultés. L'économie réelle, je parle. Donc voilà, maintenant, enfin, ça me fait doucement rire, parce que quand même, quand j'entendais à l'époque des gens dire que les Russes allaient envahir toute l'Europe, je sais pas avec quelle armée, mais on voit quand même que la technologie, à quel point la technologie peut faire la différence dans une guerre conventionnelle. C'est-à-dire que dans une guerre conventionnelle, voilà, c'est ceux qui ont la meilleure technologie qui prennent le dessus. Et là, on voit par exemple la technologie, par exemple des HIMARS, la différence que ça a fait sur le champ de bataille. Et je pense aussi à toute la technologie des satellites et du renseignement, parce que ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Je pense que le renseignement a joué un rôle crucial. Et là, les Russes ne se battent pas contre le renseignement ukrainien, ils se battent contre le renseignement de l'OTAN. Et je pense que le renseignement de l'OTAN, donc au niveau des satellites, etc., il est, je sais pas, ils ont 20 ans d'avance, quoi. Donc voilà, ceci expliquant cela, on comprend mieux pourquoi on est arrivé à cette situation. Et je ne sais pas quelle sera l'attitude des Russes, s'ils vont persister, mais je pense que pour moi l'affaire est plus ou moins close, quoi. Même si ça peut encore durer 1, 2 ans, 3 ans. Mais je vois mal comment les Russes pourraient prendre le dessus, surtout en sachant que maintenant, avec ces victoires et ces percées,
les Occidentaux seront de plus en plus motivés à livrer de l'armement aux Ukrainiens. Donc voilà les amis, oubliez pas la vie est réelle et oubliez pas que c'est pas notre guerre non plus. Donc je dis ça pour les gens qui vont s'exciter dans les commentaires, tous les pro-russes. Calmez-vous, c'est pas notre guerre, c'est pas ma guerre, c'est pas votre guerre. Et au final tout ça c'est triste pour les gens qui sont en train de perdre leur vie pour des choses débiles au final, parce que voilà quoi. Je pense qu'on va arriver à un statu quo, c'est-à-dire à la situation qui était en place avant la guerre, donc c'est juste des milliers de morts pour rien, et paix à leurs âmes, peu importe le côté duquel ils viennent, parce qu'au final c'est juste des pauvres types qui ont perdu leur vie pour rien quoi. Donc soyons heureux nous d'être encore en vie et profitons de la vie qui est magnifique. Donc paix à tout le monde, allez à bientôt.